Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Il aimait la région, il y est venu des dizaines de fois comme président de la République, mais aussi comme Premier ministre, comme ministre et même comme président du RPR. Jacques Chirac a beaucoup sillonné les Pays de la Loire et de nombreux élus de la région ont été ses ministres. Roselyne Bachelot, François Fillon, mais aussi Hervé de Charette, Jean Arthuis qui sera dans quelques instants en direct avec nous. Et puis François Daubert, Edmond Alfandéry, Philippe de Villiers. Quel souvenir Jacques Chirac a-t-il laissé dans notre région? Comment était-il perçu? C'est le débat de Dimanche en politique. Une émission qui débute avec ces images. Celle de Jacques Chirac, il est alors Premier ministre, nous sommes en 1974. Il est en visite au Cadre Noir de Saumur, là où il avait effectué son service militaire. Jacques Chirac a été élève officier de l'école de cavalerie en 1954. Il reviendra d'ailleurs à Saumur en 1998. Il est alors président de la République. Jacques Chirac et les Pays de la Loire, c'est Aubery-Perrot et Evelyne Jousset qui nous racontent cette histoire. On se retrouve juste après avec nos invités. Loin de la Corrèze et de l'agitation parisienne, Jacques Chirac s'est rendu de nombreuses fois dans les Pays de la Loire. Janvier 2000, le président se déplace à Pornic après la catastrophe de l'Erika. Le naufrage du pétrolier suscite consternation et colère. À Nantes, il réitère sa solidarité lors de la consultation nationale sur la charte de l'environnement. Il est indispensable que ce soit les vrais responsables des pollutions qui les réparent. Et s'il y a une faute de leur part, qu'ils soient condamnés. En 2003, nouveau drame, l'effondrement de la passerelle du Queen Mary 2 à Saint-Nazaire. Accompagné par ses ministres, Jacques Chirac exprime son soutien. Dire aux victimes, à leurs familles, toute la compassion et la solidarité, toute l'estime et toute la douleur que j'exprime au nom de tous les Français, j'en suis sûr. Une région également marquée par des temps forts politiques. Novembre 2001, le chef de l'État organise le 78e sommet franco-allemand de défense et de sécurité à Nantes. Au niveau local, le président rencontre les élus de Mayenne en 2000 pour la réforme du statut de l'élu. Les Français connaissent leur maire. Les Français aiment leur maire. L'aménagement du temps de travail est un Au chapitre économie, Jacques Chirac rend plusieurs fois hommage au dynamisme régional. En 1995, il visite l'usine Pasquier pour promouvoir la semaine à 33h15. Plus tard, il viendra rencontrer des chefs d'entreprise. Il nous a félicité pour ce qu'on fait. Je crois que c'est aussi important d'entendre un président nous dire que ce qu'on fait, c'est pas si mal que ça. Jacques Chirac, amoureux d'art, de culture et d'histoire. En mai 1998, il entame un circuit dans le Maine-et-Loire. Premier arrêt, l'abbaye de Fontevraud. Une tournée des institutions régionales pour lancer la Fondation du patrimoine. Autre moment marquant à Saumur. Jacques Chirac, président, retourne à l'école des officiers de réserve, là où Jacques Chirac, jeune homme, avait effectué son service militaire dans les années 50. Un voyage de 2 jours à l'image du personnage politique. Éternel bon vivant, comme ici à Angers, attablé au milieu d'artistes. Quand quelqu'un aime manger, boire, s'amuser, écouter, je crois que c'est l'essentiel. Une proximité affichée pendant les traditionnels bains de foule, tant aimés. Bonjour. Vous me faites penser à un grand homme, au général de Gaulle. Ah oui, ah bon. Des témoignages de sympathie, symbole d'une relation particulière entre les Français et leur président. Jacques Chirac et les Pays de la Loire, nous allons en parler tout de suite avec nos invités sur ce plateau. Franck Louvrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Les Républicains de la région. Vous avez aussi été le conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Luc Guyot, bonjour. Vous êtes l'ex-président de la Fédération agricole, la FNSEA. Et vous avez connu Jacques Chirac, ministre, Premier ministre, président de la République. Vous allez nous en parler. Et en direct et en duplex de la mairie de Château-Gontier, Jean Arthuis. Bonjour, vous avez été le ministre des Finances de Jacques Chirac entre 1995
Et 1997, on va en reparler dans quelques instants. Auparavant, on va se replonger quelques années en arrière. Nous sommes en 1977. Jacques Chirac est président du RPR et il est candidat à la mairie de Paris. Et ce soir-là, il est en meeting à Saint-Nazaire et il s'en prend à ses adversaires politiques. On l'écoute. J'ai estimé inacceptable que les socialo-communistes puissent, à la faveur de manœuvres médiocres et subalternes minant la majorité, tenter de s'emparer de notre capitale. Et je vous le dis, les socialo-communistes n'auront pas Paris. Et d'ailleurs, quelques semaines plus tard, Franck Louvrier, il sera élu maire de Paris. Vous dites que c'est Jacques Chirac qui vous a donné envie de faire de la politique. C'est cet homme-là, le Jacques Chirac combatif, qui vous a donné cette envie? Oui, c'était une journée des universités d'été en 1988. Parce que là, vous étiez tout petit, hein, alors, là, pas vous aviez 9 ans. plus de 10 ans après. C'était en 1988 à La Baule. Il y avait les universités d'été et j'étais un simple militant au fond de la salle. Et c'est vrai que c'est le jour où je l'ai vraiment rencontré et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui. Et j'ai vu cette énergie incroyable. Et ça m'a donné envie de faire de la politique. C'est à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que 11 ans après, il me demande avec Alain Juppé de reprendre le service de presse du RPR. Donc vous voyez, la vie militante peut amener à des responsabilités passionnantes. Et ces images, ça vous émeut? Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que j'en ai vu pas mal ces dernières heures. J'ai même retrouvé une photo de mon premier meeting en 1988 à la Beaujoire. Il était venu, on était en pleine campagne, exactement. Hein, 86-88, c'était le gouvernement qui m'avait assez impressionné. J'étais jeune étudiant à l'époque à la fac de droit de Nantes. J'avais été assez impressionné par cette tonicité de ce gouvernement qui était composé de gens assez intéressants. Et donc, du même coup, à partir de ce moment-là, je me suis engagé en politique. J'étais étudiant en droit et en même temps, je faisais de la politique à côté. Luc Guyot, alors vous êtes vendéen, vous avez été à la tête du Centre national des jeunes agriculteurs, puis de la puissante fédération agricole, la FNSEA, c'était de 1992 à 2001. Vous avez côtoyé Jacques Chirac comme ministre, comme Premier ministre, comme président de la République. C'est un homme différent? En réalité, je n'ai pas côtoyé en tant que ministre parce que je n'étais encore pas en responsabilité, mais je l'ai connu dès 1977. Et première chose, c'est une chose qu'on ne dit pas, y compris quand il était maire de Paris, parce que quand il était maire de Paris, Jacques Chirac nous recevait au moins une fois ou deux par an pour suivre l'agriculture. Quand vous dites « nous », c'était... Les organisations agricoles, le président, le secrétaire général, puisque j'étais secrétaire général à l'époque. Donc il s'est tout le temps occupé de l'agriculture, c'est ce que vous dites? Il a toujours pensé agriculture. Je ne dis pas qu'il s'en est toujours occupé, parce qu'il y a des périodes où il n'avait sans doute pas la disponibilité, mais il a toujours été très attentif. Et je dois dire que durant toutes ces périodes de 80 à un peu plus de 2000, avec toutes les évolutions de la politique agricole commune, les crises que nous avons connues avec celle de la vache folle, il s'en est occupé soit directement, soit, j'allais dire, un peu en sous-main. Et je me souviens, pendant la crise de la vache folle, alors qu'il était chef d'État, il me téléphonait de temps en temps pour me dire alors, comment ça se passe. Il avait bien sûr son ministre, mais d'ailleurs, il y avait la cohabitation, c'était un peu plus difficile. Mais donc, il s'est toujours intéressé à l'agriculture. On va voir sur ces images, hein, vous avez sillonné ensemble souvent les allées du salon de l'agriculture. C'était un moment privilégié pour Jacques Chirac. Pour vous aussi, vous avez des anecdotes sur ce salon? C'est un moment privilégié pour Jacques Chirac, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, c'est une journée par an où il passait toute la journée au salon. Et donc, prenait plaisir. Il prenait plaisir et l'opinion publique entières. Le voyait là. Mais c'était tout le temps. À chaque fois qu'il allait sur le terrain, dans une manifestation, qu'elle soit politique, Premier ministre ou Président de la République, il y a toujours eu un petit point pour l'agriculture. Et c'est ça qui est pour moi important dans ce personnage, c'est que c'est à la fois un territorial parisien. C'est-à-dire qu'il a fait le lien entre sa vie parisienne et le terrain. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque un peu, parce que les agriculteurs se sentent incompris des populations urbaines. Eh bien, il faudrait relever le gant, et je crois qu'il faut prendre exemple sur ce qu'il a fait. Travailler à Paris, c'est indispensable. Se ressourcer sur le terrain, c'est nécessaire. Il y avait beaucoup de proximité entre vous deux. On vous a souvent étiqueté chiracien. Oui, on m'a étiqueté chiracien et j'ai pas peur de le dire. J'étais assez chiracien. Je me suis pas engagé politiquement tant que j'étais président de la FNSEA, mais j'ai adhéré à l'UMP dès 2001 quand j'étais plus président de la FNSEA. Et je crois que c'était plus qu'un président de la République pour vous? C'était plus qu'un président de la République parce que sa relation humaine avec les gens et en particulier
particulier les gens du terroir, fait que, moi je disais pas que c'était mon grand-père, mais c'était un peu mon grand frère à certains moments. Ça allait tout seul. Alors, de temps en temps, on n'était pas forcément d'accord, mais il allait droit au but, et ça, c'était important. Si vous voulez, c'est ce qui fait la différence entre la notoriété et la popularité. La notoriété, c'est être connu. La popularité, c'est avoir une histoire avec ce pays, une histoire avec les gens. Que ce soit François Mitterrand, que ce soit Nicolas Sarkozy, ou que ce soit Jacques Chirac, ils ont eu une histoire. Dans chaque village, dans chaque coin de France, on avait une histoire avec Jacques Chirac. On l'avait rencontré, on l'avait croisé. Et c'est ça qui fait aussi l'émotion d'aujourd'hui. C'est ce sentiment qu'il y a une page de l'histoire qui est tournée. On va retrouver celui qui a été son ministre des Finances, Jean Arthuis. Vous êtes en direct de Château-Gontier. Quel adjectif lui convient le mieux? Populaire, sympathique? Populaire et sympathique vont de pair d'ailleurs. C'est presque un pléonasme. C'est un homme de combat, on vient de le dire, mais c'est un homme qui se tenait en dehors de tous les extrêmes. C'était un rassembleur, un décideur, un volontaire. J'ai d'abord participé à son premier gouvernement entre 86 et 88, gouvernement de cohabitation. Et la relation était difficile à l'époque avec le président de la République, François Mitterrand. Et je suis devenu en 95 son ministre des Finances. Moi, j'ai à l'esprit qu'en 95, Jacques Chirac avait mené campagne sur un diagnostic, c'était la fracture sociale. Autrement dit, 23 ans avant les Gilets jaunes, il avait déjà perçu ce qui était une érosion dans notre cohésion sociale, dans notre modèle social. C'est à la fin des années 80 que la mondialisation a commencé à prendre toute son ampleur et toute sa puissance. C'est à partir de cette période qu'on assiste à des délocalisations d'activités, d'emplois. C'est le choc du numérique, des hommes et des femmes qui se trouvent marginalisés, précarisés. Et c'est l'époque aussi où Jacques Chirac décide qu'on va passer à la monnaie unique, ce qui n'était pas évident. C'est pour ça qu'il vous choisit ministre des Finances. Dans son parti politique. C'est l'aspect européen, c'est pour passer à la monnaie unique? J'ai une certaine idée de l'Europe, mais je crois que Jacques Chirac comprenait qu'il y a une réalité économique et financière européenne, et d'ailleurs M. Mitterrand en avait fait l'expérience quelques années plus tôt. Souvenez-vous, il était le candidat du programme commun, et pendant 2 ans, il avait mené une politique très originale, et au bout de 2 ans, il s'était recadré avec une certaine forme de cohérence par rapport aux pays voisins, par rapport aux pays européens. Et au fond, l'Europe pouvait apparaître comme le rempart contre tous les excès de la mondialisation. Et c'est dans ces conditions qu'il avait pris la décision à la fin du mois d'octobre 1995 que la France passerait à la monnaie unique et qu'elle serait parmi les premiers pays de ce cercle de la monnaie unique. Et ça n'était pas simple, car nous avions un déficit à l'époque qui était de l'ordre de 6% du produit intérieur brut, et l'on prenait l'engagement en 2 ans de passer à 3%. Ça n'a pas été facile. Et Jacques Chirac n'a jamais varié dans son orientation. Le cap avait été pris et il l'a tenu. Pourtant, en économie, Jacques Chirac, il a été d'abord libéral dans les années 80. Ensuite, il a été social. On a parlé de la fracture sociale dans les années 90. Même étatiste. C'était quoi sa conception de l'économie? Il était pragmatique? Je crois qu'il y avait beaucoup. C'est un humaniste pragmatique, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'État, c'est un homme qui est attaché à une économie sociale de marché. Et donc, il faut que l'économie soit au service de l'homme, mais dans une époque où on a bien vu que tout a changé à partir des années 90. C'est à partir des années 90 que la mondialisation va jouer ses pleins effets avec Internet, avec tous les systèmes modernes de communication, les moyens de transport, on délocalise. C'est une époque, c'est un changement d'époque incontestablement. Et le choix qu'il fait de passer à la monnaie unique, c'est un choix stratégique pour retrouver une autonomie stratégique. L'Europe peut nous l'apporter. Jean Arthuis, c'était un homme qui avait une vision mondiale. Peut-on rappeler sa prise de position à Johannesburg sur la détérioration des climats? La maison brûle et l'on regarde ailleurs. Également la position qu'il a prise avec beaucoup d'énergie par rapport aux Américains en 2003 quant à la guerre en Irak. Donc c'était un grand monsieur, un grand chef d'État qui avait gardé une relation de popularité, un vrai attachement.
Merci beaucoup Jean Arthuis d'avoir répondu à nos questions. Depuis Château-Gontier, des ministres, il y en a eu beaucoup dans notre région. On pense évidemment à Longevine, Roselyne Bachelot, dont il était très proche, chiracienne. Elle a été sa ministre de l'Environnement entre 2002 et 2004. Philippe de Villiers, le Vendéen, qui a été secrétaire d'État à la culture dans le gouvernement Chirac. C'était en 1986. On le voit ici au Puy du Fou, quand Chirac vient fêter les 10 ans du Puy du Fou. Des anecdotes, Philippe de Villiers en livre notamment cette réunion à laquelle il assiste avec les chefs d'État européens. Chacun évoque une date importante de l'histoire européenne. La suite, c'est Philippe de Villiers qui la raconte. Chacun repart. Thatcher et Kohl qui s'amusent à dire quelle est votre date historique pour l'Europe, la date importante. Et alors Thatcher répond la première, 1215 de la Grande Charte. Mitterrand fait signe à Kohl et Kohl dit, après avoir réfléchi un instant, 1648, le traité de Westphalie, parce que c'est la nouvelle Europe. Et vous, François? Et Mitterrand répond, tout compte fait, 496, le baptême de la France, qui était aussi important pour l'Europe. Et tout le monde se tourne vers Chirac. Chirac prend son verre de bière et il hausse les épaules. Il ne veut rien dire. Mitterrand insiste. Alors, monsieur Chirac, vous, votre date? Il pose le verre et il dit 1664, Cronenbourg. Ça vous fait rire, hein. Franck Louvrier, c'est les petites phrases, comme le dit Philippe de Villiers, le rapport de Philippe de Villiers, c'était aussi Jacques Chirac? Oui, c'est ça. Jacques Chirac, c'était à la fois le cœur et l'ardeur. C'était les deux, c'est-à-dire que c'était une énergie incroyable, mais au service d'une vraie stratégie, c'est-à-dire qu'en permanence... C'est un homme de communication. C'est un homme de communication, mais c'est surtout un homme politique. On n'a pas rappelé, mais les positions qu'il a eues vis-à-vis de l'extrême droite ont toujours été très courageuses. Il a eu des positions très fortes, bien sûr, à l'international, mais aussi en matière de politique intérieure. Mais c'est un homme de cœur aussi. Le SAMU social. Quand il est maire de Paris, il met en place le SAMU social, qui est quand même à l'époque une innovation incroyable pour l'époque. Donc voilà, on est vraiment dans quelqu'un qui, en fin de compte, est un créateur. Parce que quand vous êtes homme politique, il faut avoir des idées. Même si vous avez l'énergie, même si vous avez les moyens. Et il en avait. Et il en avait. Et il avait des idées. Donc, et toutes ces idées-là, à un moment donné, il arrivait à les réaliser, en tout cas certaines. Et c'est ça qui fait la puissance de feu d'un homme politique. Et vous retiendrez de Jacques Chirac aussi son humour, Luc Son humour, bien sûr, il y a toujours d'humour. Un jour, on discutait de la gouvernance européenne et je disais, comment voulez-vous qu'on arrive à s'en sortir pour la France, puisque depuis 15 ans ou 20 ans, il y a eu 3 ministres de l'Agriculture néerlandais et il y en a eu 15 français. Et il me dit, en me regardant dans les yeux, je savais bien que vous n'étiez pas fréquentable. Voilà. Autre petite phrase de Jacques Chirac. Des réactions, il y en a beaucoup. On va accueillir Aubery Perrault. Bonjour Aubery, vous avez scruté les réseaux sociaux, vous avez écouté, regardé des réactions. Elles sont nombreuses dans la région. Oui, Christine, et d'abord de la part de ses anciens ministres, François Fillon est sorti de son silence médiatique pour rendre hommage à Jacques Chirac. Il déclare sobrement « C'est un lion de la politique française qui disparaît ». Hervé Charette nous exprime également sa tristesse. Il est resté 2 ans aux côtés de Jacques Chirac comme ministre des Affaires étrangères. Il retient un homme très respecté sur la scène internationale, mais également un homme très attaché aux Français. Je vous propose de l'écouter. Il aimait les gens. Et cet amour naturel des gens était sans doute sa qualité politique la plus remarquable. Et à laquelle tous et toutes étaient sensibles. Parce que ça se voyait, ça se sentait. C'était pas du chiquet. Il pouvait très bien jouer la comédie. Mais normalement, ça n'était pas du chiquet. Quand il parlait avec les gens, il était lui-même. Des réactions, il y en a aussi beaucoup, Aubery, sur les réseaux sociaux, hashtag Jacques Chirac depuis jeudi. Hein. Absolument, Christine, des réseaux sociaux très actifs. Les internautes ont inondé Twitter dès l'annonce du décès de Jacques Chirac. Beaucoup de personnalités politiques ont d'ailleurs rendu hommage à Jacques Chirac en tweetant. Exemple avec l'ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, a été Premier ministre comme Jacques Chirac. Il salue celui qui a su prendre des décisions courageuses comme le refus de la guerre en Irak et son
discours du Veldiv. Et oui, rappelez-vous, Christine, en 1995, Jacques Chirac est le premier président français à avoir reconnu officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation de Juifs, des réactions politiques donc, mais également beaucoup d'anonymes sur Twitter. Clémence écrit par exemple « Quand j'étais petite, je pensais que Jacques Chirac était le papy de tous les Français ». Un beau témoignage de sympathie. Vous avez aussi interrogé les habitants tout près d'ici, à Orvaux, en Loire-Atlantique, et ils sont unanimes. Oui, Christine, les Ligériens sont unanimes. Ils ne veulent pas pour l'instant commenter la politique de Jacques Chirac ou les affaires le concernant. Non, ils veulent rendre hommage à un homme très attachant et très attaché aux Français. Je vous propose de les écouter. Pour moi, ça reste un président très élégant, très souriant et malgré le peu de temps que j'ai pu le connaître. Un grand monsieur, un grand homme, aimé par tous les Français et par moi-même en l'occurrence. Pourquoi ? Parce qu'il était proche de son peuple. Je pense que c'est le dernier grand président de la République française. C'était quelqu'un de bien vivant et justement, il n'était pas comme les autres et il me paraissait plus franc, même si je ne partage pas son opinion politique. Plus franc. Et puis, vous avez aussi rencontré Claude Simonet. Alors, c'est l'ancien président de la Fédération française de football. Et il a partagé avec Jacques Chirac un moment historique. Oui, la victoire de 98 en Coupe du Monde. On se rappelle ces scènes de liesse. On se rappelle aussi d'un Jacques Chirac qui exulte. Mais c'est encore Claude Simonet qui en parle le mieux. Il a voulu venir au vestiaire d'abord, avec Jospin. Donc, et puis... surtout qu'on le photographie avec les joueurs. C'est tout juste s'il n'a pas chanté avec nous. Hein. On avait l'impression qu'il était aussi heureux que les joueurs. Euphorique. À partir du moment où on a joué au Stade de France, les grandes rencontres, les rencontres de haut niveau, il était toujours présent. Et d'ailleurs, à l'époque, fallait que je sois très prudent parce que comme c'est un amateur de bière, il fallait que au petit cocktail d'avant-match ou à la mi-temps, qu'il y ait de la Corona. C'était sa bière favorite. La Corona, on va en vendre beaucoup dans les jours à venir. Merci beaucoup, Aubery, pour toutes ces réactions. Franck Louvrier, la Coupe du Monde en 98, il a assisté à tous les matchs de la Coupe du Monde. Jacques Chirac, il avait pris 15 points dans les sondages. Oui, vous savez, en général, ça ne dure pas très longtemps. Mais dans les hommages que vous faites, il y a une personne aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'était Elisabeth Hubert. Qui a été ancien ministre de la Santé. Qui a été son ministre de la Santé, qui a été dans des périodes... Moi, j'étais assistant parlementaire d'Elisabeth en 1994, et quand ils sont partis... on a un peu oublié parce qu'elle s'est retirée de la scène politique depuis longtemps, mais vous avez raison. 1994, quand il part avec elle pour annoncer sa candidature sur un déplacement santé dans le nord de la France, dans la Voie du Nord, je peux vous dire qu'il y avait plus grand monde autour de lui, parce que c'est ça aussi la vie politique. C'est que quand vous êtes au pouvoir, en responsabilité, tous les gens sont avec avec vous, et puis à un moment donné, vous vous retrouvez un peu seul dans les périodes un peu plus difficiles. Et c'est vrai que ça a été aussi quelqu'un qui l'a suivi et qui l'a bien connu pendant longtemps, parce qu'après, elle l'a suivi même à l'Élysée. Donc oui, donc c'est vrai que la popularité de l'homme, elle n'a pas été constante. C'est parfois sinusoïdal, mais d'une certaine façon, quand vous êtes moins en responsabilité, on vous aime un peu plus. Oui, c'est un petit peu ça aussi, la réalité des choses. Jacques Chirac, c'était aussi l'homme qui aimait la France paysanne. On l'a dit, on va le voir à nouveau sur ces images. Nous sommes à nouveau en 1977. Il est toujours en campagne pour la mairie de Paris, mais il sillonne la campagne vendéenne. Il serre des mains et il en profite pour soutenir les agriculteurs. On l'écoute. Il faut compenser le pouvoir technocratique et administratif issu des dossiers et qui sont ceux des fonctionnaires de Bruxelles, de l'eurocratie bruxelloise, par la présence d'hommes dont jamais personne ne les a taxés de démagogie et qui sont les représentants agricoles de la profession. Et Luc Guyot, il n'a pas toujours été très européen quand même, Jacques Chirac. Non, mais moi je suis arrivé président de la FNSEA en 92, un mois après la grande réforme de la politique agricole commune. Donc j'ai vécu les 15 ans après avec Jacques Chirac pas loin de nous. Et je dois vous dire qu'à chaque fois qu'il y avait des négociations européennes, qu'il soit Premier ministre ou Président de la République, on était un peu plus tranquille qu'avec d'autres. Parce qu'il défendait les agriculteurs, les Français dans ce monde européen. En réalité, il ne défendait pas les agriculteurs. Il défendait la France, la notion de la France qu'il avait, du territoire, avec des hommes et des femmes qui travaillent, qui apportent de l'économie, de l'emploi, de la richesse et de la sécurité alimentaire. Il faut le dire très fort, toute cette période-là a fait que la France, c'est le pays où l'alimentation est la plus sécurisée au monde. Et il y a contribué. Alors, on était quand même assez fiers. À l'époque, même s'il n'était pas trop européen auparavant, il savait frapper sur la table. Et puis bon, les accords avec l'Allemagne, à l'époque, étaient quand même plus faciles. Et puis bon, j'ai eu cette chance aussi, en 96, d'avoir les 50 ans de la FNSEA, où il est venu avec la moitié du gouvernement,
il y avait 20 ambassadeurs devant 2000 agriculteurs et agricultrices. Il nous avait fait un topo qui nous avait fait chaud au cœur. Oui, mais alors ça, c'est acheter les voix des agriculteurs aussi, dire des choses qu'il vient de dire là. Il n'avait pas besoin de les acheter, il les avait majoritairement déjà. Oui, mais il l'entretenait, ça. Il a toujours fait des gros stocks, des gros scores en Vendée, en Sarthe, dans les régions agricoles. Oui, mais ça ne suffit pas de le dire. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Et je peux vous dire que pendant la crise de la vache folle, par exemple, où c'était très dur pour l'élevage, il nous a rendu des bons coups de main en expliquant certaines choses et en faisant en sorte qu'on mette en place les mécanismes pour éviter que la deuxième crise soit aussi terrible que la première. Vous savez, il connaissait très bien le fonctionnement de nos institutions. Il a été secrétaire d'État du général de Gaulle. Donc depuis, cette expérience, elle était réelle. Et c'est vrai que sur des négociations, quelles qu'elles soient internationales ou nationales, on le voyait, il prenait vite la main, et assez facilement, parce qu'il avait aussi cette maîtrise des dossiers. Parce que la politique, maintenant, c'est devenu un métier. Et d'autant plus à cette époque-là, où il fallait comprendre les relations franco-allemandes, par exemple. Et c'est vrai que c'était aussi un homme de l'après-guerre, mais il avait cette connaissance et cette histoire que n'ont plus maintenant, malheureusement, les nouvelles générations. Jacques Chirac, c'était une vision assumée d'une agriculture productiviste, intensive. Il le disait, il disait « Le productivisme nous a permis d'avoir le rang, la richesse et les emplois que nous avons ici en France ». Oui, j'ai été président du conseil de la FAO et à l'époque, je disais que la fédération, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, je le rappelle quand même que cette agriculture dite productiviste a nourri 4 milliards d'habitants de plus en 40 ans. Et que nous avions en 1960 1 milliard de gens qui mouraient de faim, nous en avons toujours à peu près encore 1 milliard, sauf qu'à l'époque nous étions 2 milliards et aujourd'hui nous sommes 7. 1 milliard c'est trop, mais il ne faut pas non plus tout remettre en cause. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des efforts à faire encore, et on en a fait. Mais je crois qu'aujourd'hui tous les procès qui sont faits à l'agriculture, je pense que s'il était au pouvoir, il ne laisserait pas faire ce qui se fait aujourd'hui vis-à-vis de l'agriculture. Ce n'est pas possible. On a beaucoup reproché à la FNSEA et à Jacques Chirac de gouverner, enfin de faire une politique agricole avec la FNSEA. C'était le cas ? Il n'y a pas de... moi je trouve ça, j'en suis fier de l'avoir fait avec le gouvernement, mais c'était quand même... Il y a beaucoup de cadres de la FNSEA qui étaient aussi des responsables du RPR à l'époque. Oui, il y en avait quelques-uns, mais pas tous. Vous savez, moi j'ai présidé aussi la FNSEA avec des gens du RPR, des centristes et des socialistes. On avait pas de Front National et on a même eu des communistes à certains moments. Donc c'est très pluraliste sur le terrain. Les agriculteurs, ils doivent travailler ensemble quand ils sont sur le terrain. Alors aujourd'hui, bien, on a des syndicats plus petits que la FNSEA qui essaient d'exister, mais malgré tout, quand un ministre parle avec le président ou la présidente de la FNSEA, il sait que ça correspond à quelque chose. Et comme dans l'agriculture, les responsables sont obligés de rester exploitants agricoles pour assurer leur responsabilité, il m'est arrivé de m'occuper de mon élevage le lundi soir et à 9h d'être dans le bureau du ministre. Je vous assure que ça ne fait pas le même effet que si vous êtes à l'hôtel depuis 3 jours à Paris. Et aujourd'hui, c'est plus possible, c'est ce que vous dites. Si, mais Christiane Lambert est encore à ses cochons le week-end, au moins de temps en temps, je ne sais pas si c'est elle. C'est aujourd'hui la présidente de la FNSEA. Demain lundi, journée d'hommage national. Il faut un hommage national à Jacques Chirac ? Bien sûr, parce que c'est vraiment une partie de notre pays. Tout le monde a un petit peu Jacques Chirac en soi, d'une certaine façon. En tout cas, quand vous avez aimé la politique, c'est une évidence. On a tous quelque chose en nous de Jacques Chirac, c'est ce que vous nous dites ? Oui, c'est un peu ça. Et puis surtout, c'est que si vous voulez, moi j'ai cette dernière image à l'Élysée, lorsqu'en 2007, il y a la passation de pouvoir. Cette main à travers la fenêtre de la voiture qui dit au revoir et qui en fin de compte dit au revoir à la France. Et ce Nicolas Sarkozy qui le raccompagne jusqu'à sa voiture et qui voit qu'en fin de compte, c'est à la fois d'une certaine façon le changement et la continuité. Et c'est ça le pays, c'est ça notre pays. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, Virginie Charbonneau sera dans les rues de Nantes avec Johanna Roland pour évoquer le bilan de la maire socialiste à la fin de son premier mandat. Les réalisations, les couacs, ce sera dimanche prochain. Tout de suite, le journal Cathy Collin.